Et ici, mes fous, nous avons le premier interviewé. Faites la connaissance de Naka. Il a une chaîne YouTube de presque 1 million d'abonnés. Et j'ai remarqué que les filles qu'on croisait, qui étaient habillées comme des écolières, se couvraient le visage quand on passait à côté d'elles. Mais Naka vient de me dire quelque chose de très intéressant. Pourquoi dis-tu que ces filles se couvrent le visage? Oui, je sais qu'évidemment, la vie professionnelle ici est extrêmement exigeante. D'ailleurs, il existe un mot pour définir le suicide dû à l'excès de travail. Et ce qu'on remarque le plus chez les femmes, ce sont plutôt les jambes. Il y a des japonaises qui ont des jambes aussi fines que des bras. C'est une façon d'analyser le corps féminin, non? En plus, tu nous as dit qu'ils ont 3 alphabets. Kanji, hiragana et katakana, ils ont plus de 10 000 caractères différents. Le sujet de la famille, ici, nous avons rencontré un Japonais et il nous racontait, même s'il vivait à 5 minutes de chez ses parents, il ne les voyait qu'une fois tous les 3 ou 4 mois. Penses-tu qu'il y a l'égalité des sexes ici au Japon? Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? C'est fou du voyage. C'est fou au Japon. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo très spéciale de celles que nous aimons réaliser dans chaque pays que nous visitons. Et c'est rien de moins que de découvrir comment est la vie ici au Japon. Nous avons relevé plusieurs curiosités absentes de toutes les vidéos YouTube que nous avons vues. Elles sont très intéressantes, alors reste avec nous pour regarder cette vidéo. Et le plus intéressant, c'est que nous aurons des invités de marque pour répondre à certaines de nos questions, des personnes qui vivent ici au Japon depuis longtemps. Donc voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, moi c'est Emmanuel Vieira. Moi, c'est Valérie Sarr, Et ensemble, nous sommes de Fou en voyage. en voyage. Et ici, mes fous, nous avons le premier interviewé. Faites la connaissance de Naka. Je suis sûr que beaucoup de notre communauté l'ont déjà vu. Il a une chaîne YouTube de presque 1 million d'abonnés où il montre beaucoup d'informations sur la culture japonaise. Elle s'appelle Japatonic, alors vous pouvez aller la suivre dès que cette vidéo sera terminée. Naka, raconte-moi quelque chose. Tout d'abord, comment décrirais-tu la vie au Japon en quelques mots? Calme, patience. Je pense que c'est le premier mot qui me vient à l'esprit pour décrire la vie dans ce pays. Et en réalité, c'est tout le contraire de ce que l'on pourrait imaginer. Parce que si tu mets des photos du Japon, enfin spécifiquement à Tokyo, la première chose qui apparaît, c'est le carrefour de Shibuya. Des millions de personnes, pourtant tu trouves ça calme et paisible. C'est que fondamentalement, personne ne vit au carrefour de Shibuya. Exactement, exactement. C'est-à-dire, on va toujours vivre dans un quartier plus calme. La vie en général est une vie tranquille. Oui, c'est une ville, Tokyo par exemple, est très animée. On ne va pas ignorer que c'est un style de vie. Le style de vie à Tokyo est très stressant, très rapide. Mais en général, avant tout, c'est une vie tranquille, c'est paisible, c'est ça. Naka, raconte-nous un peu tes origines. Comment es-tu arrivé au Japon? Depuis combien de temps vis-tu ici? Et je suis né en Argentine, à Buenos Aires. Mes parents sont originaires d'Okinawa, une île au sud du Japon. J'ai vécu en Argentine jusqu'à 20 ans et vis au Japon depuis 17 ans. J'ai maintenant 37 ans. Eh bien, tu es parfait pour parler de la vie au Japon. Tu as déjà 17 ans d'expérience en plus de tes parents japonais. Naka, raconte-moi un peu comment est la politique ici au Japon. La politique, moi, je ne saurais te dire, ça n'intéresse personne. Sérieusement? De la même façon que ça ne m'intéresse pas, ça n'intéresse personne. D'accord, d'accord. Je veux dire, les gens ne se préoccupent pas de qui est au gouvernement, de comment ils votent, ni de la fréquence des élections. Tous les 4 ans. Mais en soi, fondamentalement, personne ne s'attend à ce que quelqu'un d'en haut change ton mode de vie, ta façon de vivre. C'est comme, et en plus, moi, ce qui est aussi intéressant, c'est que personne n'a d'intérêt, parce que personne ne pense que quelqu'un va vraiment faire un vrai changement. Exactement. C'est-à-dire, celui qui sort travailler le matin sait qu'il ne va pas changer ça. Salut, ça va? Pourquoi? Quand les gens marchent. Oui. En fait, nous l'avons rencontré hier soir et déjà plusieurs personnes s'approchaient de lui pour lui demander des photos. C'est une légende ici parmi les hispanophones au Japon.
Donc, en fait, la politique n'interfère pas vraiment dans la vie quotidienne des gens. En réalité, peu importe qui finit par être le Premier ministre, il n'y a pas de changements radicaux. Bien sûr, bien sûr. Et non, le mode de vie des gens ne change pas. Ce qui change, c'est, je ne sais pas, le coût des impôts. C'est la seule chose qui peut modifier un peu la vie des gens. Naka, avant de parler de la vie au Japon, où sommes-nous? Nous sommes à Akihabara, le quartier emblématique de la culture anime et jeux vidéo. D'accord. Eh bien, on va explorer un peu les environs et continuer à te poser des questions sur la culture au Japon. Regardez toutes ces boutiques avec des distributeurs d'animes. Par exemple, ceux-ci sont de Harry Potter, celui-ci est de E.T. et il y en a une infinité dans tout ce quartier. On met la petite pièce ici, c'est 300 yens, ce qui fait environ 2 $ ou 2,1. Par ici, il y en a à 500 yens. Tu tournes la manivelle et voilà. Tu as déjà ton anime de collection, ton petit jouet. Ceci est l'un des nombreux magasins que l'on peut trouver dans ce quartier. Une chose m'a surpris tout à l'heure, en regardant la vidéo précédente, j'ai remarqué que les filles à côté desquelles nous passions, qui étaient habillées comme des écolières, se couvraient le visage quand nous passions. Eh bien, il se peut tout simplement qu'elles ne voulaient pas apparaître dans la vidéo, c'est tout. Naka vient de me dire quelque chose d'intéressant. Pourquoi dis-tu que ces filles se couvrent le visage? En fait, ces filles travaillent dans des maid cafés. Et les maid cafés sont des endroits où une partie du business, c'est que les filles, eh bien, t'accompagnent au café. Et là, tu peux prendre une photo avec elles. Ce n'est même pas une photo prise au téléphone, mais une Polaroid instantanée, donc unique. D'accord. Ensuite, tu dessines dessus avec des marqueurs et tu la gardes en souvenir. Prendre la photo des filles les fait partie du business. Elles vendent aussi des cartes postales avec leur visage, leurs photos, leur image. C'est inclus dans le business. Ah, voilà pourquoi elles se couvraient là-bas. Pour ne pas offrir leur image gratuitement. D'accord. Bon, écoute, en parlant de ce métier, du café et tout ça, parlons un peu du travail au Japon. Comment sont les salaires? Quel est le salaire minimum? Quel est le salaire moyen au Japon? Et comment est la culture du travail? Parce que j'avais lu qu'ici, les gens travaillent pratiquement jusqu'à leur mort. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées qu'on voit travailler. Bon, voyons. D'abord, le salaire minimum d'une personne qui travaille 40 heures par semaine est d'environ 200 000 yens, ce qui correspond à environ 1200, 1300 $. D'accord. Avec ça, on peut devenir indépendant. Ah oui. Pour louer un appartement de 20 mètres carrés, quelque chose de très petit, ce qui est très courant ici. Exactement. Le salaire moyen serait déjà de 300 000 yens. Ça fait environ 2 000 $, plus ou moins. Près de 2 000 $. Et en ce qui concerne les horaires de travail, on ne travaille pas autant d'heures que les gens l'imaginent. Il se trouve que dans les actualités, le sujet des personnes qui meurent de surmenage au Japon est devenu viral à plusieurs reprises. Exactement. Et il y a des cas isolés, mais voyons. Ce n'est pas la majorité. C'est quelque chose qu'on trouve partout dans le monde, mais au Japon, on dirait qu'ils veulent vraiment le mettre en avant. La réalité, c'est que si on tape simplement sur Google, quels sont les pays avec le plus grand nombre d'heures de travail? Et la première place revient au Mexique. Exactement, exactement. Oui, c'est-à-dire le Japon n'est même pas là, il n'est même pas proche. Ce que le Japon a, c'est l'intensité du travail, l'intensité de ses heures. Ce sont des heures très stressantes. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi les gens sont-ils tout le temps sur leur téléphone dans le train quand ils voyagent? Parce que quand cette personne arrivera au travail, elle ne pourra pas toucher à son téléphone de toute la journée. Waouh, les emplois sont-ils si intenses ici? C'est que les règles sont très strictes. Exactement. Et on ne peut pas travailler, par exemple, même si on travaille dans un magasin de vêtements, on ne peut pas rester. Il n'y a pas de clients. On ne peut pas juste rester comme ça, ce n'est pas bien vu. Bien sûr. Et encore plus si tu imagines un travail formel ou un travail de bureau. Je veux dire, toucher au téléphone, ça ne se fait pas. Sauf si c'est ton heure de pause. Le sujet du travail et des salaires est très intéressant. Surtout parce que tu dis qu'avec le salaire minimum, on peut s'indépendantiser facilement. Sans se permettre beaucoup de luxe. Non, non, non. Mais il peut devenir indépendant, ce qui est important. Bien sûr, eh bien, je pense que dans nos pays, c'est-à-dire dans les pays d'Amérique latine, il est difficile de devenir indépendant avec le salaire minimum d'une seule personne. Bien sûr. Pour un couple vivant ensemble, mais avec une seule personne, c'est compliqué. Tokyo, par exemple,
est une ville où la proportion de personnes vivant seules est très élevée. Ah, eh bien, et en parlant de vivre seul, parlons du sujet de la famille ici. Nous avons rencontré un Japonais à Osaka qui s'appelle Yusuke. Un salut à toi si tu regardes cette vidéo. Et il nous racontait que même s'il habitait à 5 minutes de chez ses parents, il ne les voyait qu'une fois tous les 3 ou 4 mois. Oui, c'est très courant. En fait, le sujet est un peu vaste. Moi, c'est tout un sujet à analyser. Exactement. Mais en gros, c'est un gros problème lié au faible taux de natalité du Japon, par exemple, dès la base. Exactement. Beaucoup de personnes veulent que se marier et avoir des enfants pour un statut social. C'est un engagement social. Waouh! Et comme c'est un engagement social, on a des enfants, pas par amour pour la famille. Exactement. Il y a des gens qui le font évidemment, mais beaucoup veulent juste donner un exemple social. Exactement. Se marier, fonder une famille, avoir un enfant. Le père va travailler et donner tout l'argent qu'il peut pour que son fils ne manque de rien. Mais il y a quelque chose qui va lui manquer. L'amour? Exactement. Waouh! Et la mère, c'est pareil. C'est l'emmener à l'école, tout lui donner, tout manger. Mais il y a quelque chose qui va manquer, lui donner un peu l'amour. Waouh! C'est très courant, enfin quand ils sont bébés, quand ils sont petits, c'est très courant. Mais quand ils grandissent, par exemple, la famille ne se salue pas avec un baiser. Les Japonais, en général, ne se saluent pas avec des baisers. Il y a déjà une culture de la distance. Bien sûr, waouh! La mère donne beaucoup de bisous à ses enfants quand ils ont 2 ans, jusqu'à 2-3 ans. Exactement. Après, c'est peu courant. Les couples ne s'embrassent pas. En soi, c'est une culture froide. D'accord? La chaleur des Japonais est différente. C'est déjà un tout autre sujet à part. Exactement. Il y a une chaleur japonaise, mais la vraie chaleur, celle qu'on ressent, le sentiment d'amour que nous, les Latino-Américains, ressentons, ce n'est pas la même chose au Japon. Parce que je dois admettre qu'en vérité, je sens qu'on m'a très bien traité et qu'ils ont été aimables. Depuis Okinawa, nous étions dans un Airbnb à Okinawa et un jour, le propriétaire a frappé à notre porte pour nous inviter à un petit déjeuner. Il ne nous a même pas laissé payer et c'était un monsieur de 80 ans. Donc je pense que peut-être avec les touristes, la chaleur ou le comportement des Japonais est excellent. Mais je ne savais pas qu'il y avait ce contexte familial où peut-être entre eux, ils n'ont pas autant d'affection que nous, les Latino-Américains, avons l'habitude d'avoir. Regarde justement un exemple très similaire. Une connaissance a participé à une sorte de programme d'échange culturel. D'accord. Il est hébergé dans une famille japonaise où vivent le couple et leur fils qui a environ 20-25 ans. Ah, d'accord. Et le fait est que le fils, même s'ils vivent ensemble, il ne communique pas avec lui. En revanche, celui-ci qui est touriste, exactement, il parle tous les jours avec ce couple de personnes âgées. Exactement. Il s'entend très bien, dit qu'ils sont très aimables et discutent, sauf avec le fils. Waouh! Et le fils, il n'a pas d'intérêt pour les parents, et les parents, c'est très courant qu'ils se résignent et, au fond, ils veulent parler avec leur fils parce qu'ils l'aiment, mais ils ne savent pas comment s'approcher de lui. Bien sûr. Et le fils, parfois, c'est différent. C'est comme un adolescent rebelle de 15 ans, absorbé par ses amis et refusant d'aborder ses problèmes avec ses parents. Exactement. C'est très similaire. Waouh! Eh bien, ce sont des informations vraiment intéressantes, n'est-ce pas? Je suis bluffé parce que à chaque fois que je visite un nouveau pays et que je découvre la culture, ça m'ouvre vraiment l'esprit. Ça me fait comprendre, mais surtout respecter. Contrairement, par exemple, à l'Inde, le rêve des Indiens est que toute la famille vive sous le même toit. C'est-à-dire, dans une maison en Inde, il peut y avoir 20, 30, voire 40 personnes qui vivent ensemble. Et ici, ce qu'ils recherchent, c'est toute la famille, c'est-à-dire littéralement, dans une chambre vit le fils, par exemple, les propriétaires de la maison vivent à l'entrée de la maison, c'est-à-dire qu'ils n'ont même plus de chambre. Ils s'y mettent plutôt un matelas près de la porte parce que là, c'est comme s'ils protégeaient la maison. Et c'est vraiment fou. Et nous avons une vidéo où nous parlons de la culture en Inde et c'est très, très intéressant. Et ensuite, chaque chambre de la maison est pour un fils qui amène sa femme et ses enfants, c'est-à-dire les petits-enfants du propriétaire de la maison. Tout le monde vit dans une chambre et à chaque fois que la famille s'agrandit, ils construisent plus de chambres au lieu d'acheter de nouvelles maisons.
Imaginez 20 à 30 personnes vivant dans une même maison. Pour moi, c'est un cauchemar. Oui, non, une folie. Il n'y a pas de vie privée. C'est fou, mais c'est le rêve. Le monde est si beau et varié. Nous allons continuer à explorer et maintenant nous allons vous montrer un peu plus comment est la vie ici au Japon. Regardez, nous allons acheter un petit jeu. Wouhou! Regardez. À première vue, ça ressemble à une mini Game Boy, mais voyons ce que c'est. C'est trop mignon, on dirait littéralement une mini Game Boy. Et ça fonctionne. Voyons voir. Oh, c'est trop amusant. Ah, regardez, celui-ci, c'est comme si on tirait. C'est trop amusant. Voici une info intéressante sur le tax-free au Japon. Il suffit de présenter votre passeport pour obtenir la détaxe. Inutile d'aller réclamer l'argent à l'aéroport ou de remplir des formulaires. Au Japon, pour tout achat éligible au tax-free hors alimentation, il suffit de présenter votre passeport pour bénéficier directement d'une réduction de 10% équivalente à la taxe locale. 35 $. C'est super que tu le prennes. C'est cool. C'est une question de travail, mais bon. Ah oui. Et l'un des faits les plus intéressants, et surtout pour nous, les voyageurs, c'est le passeport japonais. C'est l'un des plus puissants de cette planète. Tu peux entrer dans plus de 190 pays sans visa et selon les Nations Unies, il n'y en a que 196. Donc, seuls quelques-uns sont ceux qui demandent un visa. Naka, est-ce que tu peux obtenir le passeport japonais en naissant au Japon ou est-ce que tes parents doivent absolument être japonais? Non, en naissant au Japon, tu ne peux pas avoir le passeport, la nationalité. Sinon, les gens viendraient s'accoucher au Japon, ce serait trop facile. Exactement. Et le Japon est un pays qui fait très attention à tout ce qui concerne l'attribution de la nationalité et ce genre de choses. Par conséquent, tu dois avoir les deux parents ou au moins l'un de tes parents doit être japonais. D'accord. Si c'est ton père, tu reçois normalement le nom de famille de ton père. Et si ta mère est japonaise et ton père est étranger, le plus courant, c'est que tu prennes le nom de famille de ta mère pour un nom de famille japonais sur le passeport. Waouh! Il existe un moyen pour un étranger d'obtenir la nationalité et donc un passeport japonais. Mais c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de conditions. Mais en tant qu'étranger, si tu parviens à obtenir un passeport japonais, on te demande de choisir un prénom et un nom de famille japonais. Non. C'est-à-dire, dans un passeport japonais, il doit obligatoirement y avoir un nom. Au moins, le nom de famille doit être japonais. Regardez, en passant dans la rue où se trouvaient les jeunes filles habillées en servantes, avez-vous pu voir à nouveau comment elles se couvraient le visage? Eh bien, c'est justement pour que tu achètes leur service, qu'elles t'emmènent au café et que tu finisses par payer pour la photo. Naka, et parlons maintenant des standards de beauté et je crois que c'est l'une des choses qui m'a le plus frappé et en faisant des recherches sur le Japon parce que tout comme en Amérique latine, les femmes aiment se faire des chirurgies esthétiques des seins ou des fesses. Ici, je vois qu'elles se font opérer les yeux pour les rendre plus grands. C'est vrai. Pourquoi est-ce ainsi? En fait, les critères de beauté au Japon ne sont pas basés sur les hanches, c'est-à-dire beaucoup sur les fesses ou la poitrine. Exactement. Mais en fait, ce que l'on remarque le plus chez les femmes, ce sont plutôt les jambes. Les jambes? Les jambes ou peut-être même les bras. D'accord. Des bras et jambes fins. Si on voit une fille et qu'on cache tout sauf les jambes, on sait déjà à peu près comment est le corps de cette fille. Exactement. C'est-à-dire, on sait déjà que si elle a, disons, la juste quantité de chair, parce qu'il y a des japonaises qui ont des jambes aussi fines que des bras. D'accord. Ce n'est pas mal vu non plus, mais il y a des gens qui aiment, d'autres non. Celles qui ont la juste quantité de chair. Oui, oui. Comme si le reste allait être bien. D'accord. C'est une façon d'analyser le corps féminin, non? D'accord. Ensuite, d'un autre côté, quelque chose de très courant, c'est la peau très blanche, très pâle, parce que cela montre plus de délicatesse.
C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas bronzer à la plage. Les femmes ici ne veulent jamais bronzer. Il y a des filles très spécifiques qui aiment particulièrement bronzer. Mais la plupart font très attention au soleil, Elles utilisent beaucoup de crème solaire, elles utilisent beaucoup de parapluies. Tu as dû remarquer qu'elles utilisent beaucoup de parapluies. Pour le soleil, même pas parce qu'il pleut. Ou porter des manches longues en été pour éviter de se brûler les bras, protéger la peau. Waouh! La japonaise soigne son image. Et j'imagine aussi que le fait d'avoir les yeux grands ouverts, enfin de grands yeux, c'est comme une norme de... Il aime avoir de grands yeux. D'accord, c'est pour ça qu'ils cherchent à se faire opérer pour avoir une double paupière et aussi pour les agrandir un peu afin qu'ils ne paraissent pas si fins. Regarde, David, il y a un standard de beauté qui est considéré comme le plus élevé chez les Japonais. Sans être étranger, c'est celui des Hafu, c'est-à-dire moitié, ce serait un mélange de Japonais et d'étrangers. D'accord. Il y a beaucoup de cas de personnes qui sont métisses. Exactement. Et ils tirent le meilleur de chaque gène et ont des traits japonais, mais avec des yeux plus grands. D'accord. Parfois, c'est avec un peu de chance, des yeux plus clairs. Et là, ils peuvent déjà postuler pour être mannequins, travailler à la télévision. Il y a beaucoup de gens à la télévision qui sont justement comme ça, à fou. Et voilà, ils sont comme... Le summum de la beauté au Japon. C'est intéressant les différences de goût dans ce monde qui sont si variées et ce que quelqu'un pourrait dire « Non, cette femme est trop maigre ». Eh bien ici, ce sont celles qu'ils aiment le plus, c'est-à-dire les standards les plus recherchés. L'un des sujets qui m'attire aussi beaucoup au Japon, c'est la langue. J'ai lu que c'est l'une des langues les plus compliquées du monde et en parlant avec Yusuke, l'autre japonais, il me disait qu'ils avaient 3 alphabets. Ou 3. 3 alphabets. 3 alphabets. Et il m'a dit qu'il y avait un des alphabets qui pouvait avoir plus de 10 000 combinaisons, je ne sais pas si de mots ou de syllabes. Je ne sais pas si tu peux m'expliquer un peu plus à ce sujet. Oui, il existe d'abord 2 alphabets de base qui s'appellent katakana et hiragana. Et chacun a, je ne sais pas, 40 ou 50 lettres chacun. C'est facile à apprendre, entre guillemets. Ils sont faciles. Exactement. Et ensuite, il y a le kanji, qui sont déjà des idéogrammes. Ce sont des caractères complexes. Et le niveau de base à l'école est de 1000 à 2000 caractères. Et le niveau avancé est d'environ 3000 à 4000. Quoi? C'est-à-dire que pour lire le journal, si tu n'es pas allé à l'école et que tu n'as pas assez étudié, tu ne peux pas lire le journal. Moi, par exemple, n'ayant pas grandi au Japon ni été à l'école, le journal m'est totalement illisible. D'accord. Complètement impossible. Le journal ici est en kanji. Bien sûr, oui. En fait, le japonais, en général, combine les kanji avec les katakana et les hiragana. Donc, ce n'est pas tout en kanji. D'accord. Le chinois, par exemple, pour le japonais, c'est 100% kanji parce qu'il n'existe pas de hiragana ni de katakana. Il n'existe pas de lettres de base simplifiées. Eh bien sûr. Waouh, c'est compliqué. Je pense que c'est aussi pour ça que les Japonais ne parlent pas très bien anglais. Ou du moins, c'est ce que j'ai perçu pendant ces 15 jours que j'ai passés au Japon. Et corrige-moi si je me trompe. Non, c'est vrai, ils ne parlent pas beaucoup anglais. Je pense que ce n'est que dans 10 ans qu'on verra des jeunes adultes capables de parler anglais couramment. En général, les Japonais qui parlent bien anglais sont ceux qui ont suivi des cours d'anglais avancés à l'université ou qui sont partis en échange dans d'autres pays. Mais la moyenne, non. Oui, c'est vrai que c'est super compliqué. Surtout, je ne sais pas ce que nous ferions sans Google Traducteur. Sortons de cette ombre et continuons à discuter de la vie au Japon tout à l'heure. Naka, tu sais que tout à l'heure, on était dans le métro, il était assez plein et une dame est entrée. Je me suis levé pour lui donner ma place et elle n'a pas voulu s'asseoir. Est-ce que c'est quelque chose de culturel ici que les gens ne cèdent pas leur place ou c'est simplement qu'elle ne voulait pas s'asseoir? Ou bien c'était un cas atypique? Bien sûr, c'est peu courant de céder sa place et c'est aussi peu courant de l'accepter. Parce que, voyons, quand c'est une personne qui en a vraiment besoin, une personne en situation de handicap, une personne avec des béquilles, la jambe dans le plâtre, ou une grand-mère avec une canne, ces personnes, elles vont accepter parce qu'elles ont vraiment besoin du siège.
Mais si elles n'en ont pas vraiment besoin, elles ne se sentent pas en droit de déranger la personne qui a déjà utilisé le siège, qui a obtenu sa place. Bien sûr. Parce que s'asseoir, c'est déjà se reposer. Et c'est comme si tu enlevais le droit de se reposer à d'autres personnes simplement à cause de ta condition. Et il y a des personnes âgées qui, malgré tout, peuvent voyager debout. Et par conséquent, elles ont plutôt honte de recevoir le siège d'autres personnes. Parce qu'en fait, ce n'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui peuvent se sentir offensés parce qu'ils peuvent penser « Qu'est-ce que j'ai de mal? Exactement. Tu es en train de me traiter d'invalide ?» Wow! Et il y a des gens qui peuvent le prendre comme ça, c'est une minorité. Mais s'il y a aussi des cas comme ça, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, si vous venez au Japon et que vous ne voyez pas une personne avec un handicap extrême ou quelqu'un qui en a vraiment, vraiment besoin, ne leur cédez tout simplement pas votre siège car ils pourraient même le prendre mal. Et enfin, Naka, je voudrais terminer en parlant un peu de la cuisine japonaise, en particulier de la viande, car je sais que c'est l'une des meilleures du monde, si ce n'est la meilleure. Raconte-moi un peu la différence ou d'où ça vient. D'où vient la viande Wagyu? Ou la différence. Plutôt, j'ai lu sur Internet que la meilleure viande du monde est la viande de Kobe, mais c'est comme un Wagyu de Kobe. Alors, je ne sais pas si tu peux m'expliquer un peu la différence entre les deux ou ce qu'est chacune. Bien sûr, la viande de Kobe est un type de viande japonaise très spécifique, qui a été une marque, entre guillemets, pionnière dans la découverte que la viande, la vache noire japonaise à cornes courtes, avait un type de viande très spécial, avec une saveur différente. Kobe, nom d'une ville, a mis au point un procédé pour encore mieux perfectionner la viande de cette vache. D'accord? Maintenant, le bœuf de Kobe est un type de Wagyu. Wagyu signifie bœuf japonais. D'accord. Donc toute la viande produite ici au Japon est du Wagyu. C'est du Wagyu même de mauvaise qualité, ça reste du Wagyu. Exactement. Maintenant, il y a de la viande Wagyu qui est très bonne, très compétente. Elle peut même être meilleure que la viande de Kobe, mais du point de vue des touristes, les gens veulent te goûter le Kobe. D'accord. Et donc, vous pouvez finir par payer plus cher pour une viande de Kobe qui n'est peut-être pas aussi bonne qu'un autre type de Wagyu, qui est moins cher mais en réalité meilleur. Wow! Eh bien, Kobe, on paye beaucoup pour le nom parce que c'est justement mondialement connu. Pour vendre de la viande de Kobe, que ce soit crue ou préparée dans un restaurant, il faut avoir la plaque et c'est une plaque dorée qui est Comme une licence. licence pour vendre du Kobe. Wow! Et il y a d'autres viandes Wagyu pour lesquelles vous n'avez pas besoin de cette plaque pour les vendre ou les servir. Mais elles peuvent être bien meilleures et moins chères. Quel est le traitement, si tu le connais, ou la caractéristique qui fait que cette viande, Wagyu ou Kobe, soit ainsi marbrée avec la graisse intégrée dans la protéine, contrairement par exemple à la viande d'Argentine qui a toujours le morceau de graisse au-dessus ou sur le côté? C'est-à-dire, d'un côté, c'est semi-naturel. Voilà pourquoi, quand ils ont goûté pour la première fois le Wagyu de Kobe, ils se sont rendus compte et ont dit que cette viande était différente. D'accord. Et ensuite, ils ont perfectionné la méthode. Comment ont-ils perfectionné la méthode? Là, c'est le secret de chaque ville qui a les élevages. Mais beaucoup disent qu'ils leur font des massages. D'accord? Un autre les met dans des machines où ils les font trembler pour que la graisse aille, En se mettant... en s'incorporant davantage entre les muscles. D'autres utilisent des brosses géantes pour qu'ils se toilettent, mais ensuite, il y a soit d'autres méthodes qui n'ont rien à voir. Mais par exemple, à Matsuzaka, c'est l'une des viandes Wagyu les plus savoureuses. D'accord. Et là, ils donnent une petite bouteille de bière par jour à la vache. Wow! Cette vache est ivre. C'est-à-dire, il y a plein de méthodes et chacun a la sienne. C'est impressionnant, vraiment, tout ce qu'on a appris en si peu de temps en marchant dans les rues du Japon. J'invite tous ceux qui regardent cette vidéo à visiter la chaîne de ce crack. Comme je l'ai dit au début, il va bientôt atteindre le 1 million d'abonnés. En plus, ce que nous vous montrons ici n'est qu'un petit aperçu de tout ce que vous pourrez trouver sur la culture japonaise. Venir au Japon, des itinéraires. Si vous souhaitez approfondir, vous pouvez le contacter. Il propose aussi des visites guidées J'ai étudié le tourisme. pour des petits groupes ici au Japon.
Alors, regardez, vous pouvez approfondir beaucoup plus vos curiosités sur le Japon en allant sur le profil de ce crack. Merci mon frère pour cette interview. J'espère qu'on continuera à profiter après avoir éteint la caméra. Vous là-bas, abonnez-vous et commentez. Que pensez-vous de la vie au Japon? Salut à toi, ta famille, ton animal et ce connard de voisin. Ha ha ha! Nous sommes venus manger dans un restaurant de sushi qui s'appelle Kinka. Nous sommes où? Nous sommes en ce moment dans le quartier de Roppongi, qui est l'un des quartiers les plus prestigieux de Tokyo. Il a un nom très intéressant parce que Roppongi en japonais veut dire les 6 arbres, car autrefois, ici dans cette zone, il y avait un palais sur le terrain duquel se trouvaient 6 très grands arbres. D'accord. C'est dommage, il n'existe plus. Mais si tu vas dans la zone où se trouvait ce palais, tu peux encore voir, disons, tu as les traces de là où les arbres ont été coupés. Et c'est de là que vient le nom de la ville. C'est intéressant. Eh bien, je vous présente Gabriel, un Vénézuélien qui vit ici au Japon, et nous avons beaucoup de questions à te poser parce que tu es vénézuélien. Et la première chose à laquelle on pense quand on vient vivre dans un pays avec des coutumes totalement différentes, c'est comment s'est passé ce choc culturel? Est-ce qu'il y en a eu un? Ou pas? Est-ce que ça a été facile de vivre ici? Oui, eh bien, moi. Peut-être que je ne suis pas le meilleur exemple, parce qu'au cours de ma vie, j'ai beaucoup déménagé, j'ai vécu dans plusieurs pays, et donc, disons que ce muscle de flexibilité culturelle s'est un peu développé. Cependant, je dirais que la majorité de mon expérience de vie a toujours été en Occident, au Venezuela, évidemment, dans plusieurs pays d'Europe, et venir au Japon, eh bien, je n'ai jamais vraiment eu de choc culturel extrême. Cependant, c'est bien le pays qui présente les différences les plus marquées par rapport aux autres pays dans lesquels j'ai vécu. Je dirais que l'exorbitante quantité de gens est l'une des choses qui m'a le plus marqué, surtout dans les transports en commun. Tout simplement, quand tu marches dans la rue, il y aura toujours beaucoup de monde, et ce sont des choses qui ne conviennent peut-être pas à tout le monde. Ça m'a marqué, mais pas forcément de manière négative. J'aime bien en fait cette atmosphère d'une ville active, la ville typique qui ne dort jamais et tout ça. Et elle a son charme assez particulier, non? Pour le reste, en ce qui concerne la nourriture, la qualité de vie et toutes ces choses-là, je ne pourrais pas te dire que j'ai eu une expérience négative. La vérité ici, c'est que j'adore Tokyo, j'adore le Japon. La vie ici était vraiment spéciale et ça me plaît beaucoup. Ils t'ont bien accueilli. De très bonne manière, en vérité. Évidemment, on entend parler, et moi aussi j'avais entendu parler, bien sûr, un peu de la xénophobie au Japon, étant donné que c'est une île. Tout d'abord, historiquement, ils ont eu les frontières fermées pendant plus de 200 ans et tout ça. Et même aujourd'hui, c'est une société assez homogène. La grande majorité des gens sont japonais. Ensuite viennent les autres asiatiques. Et en dessous de cela viennent les occidentaux. Donc on entend toujours des histoires de discrimination, de xénophobie. Cependant, moi personnellement, je n'ai rien de négatif à dire à ce sujet. Je n'ai eu aucune expérience négative. Au contraire, on m'a toujours accueilli de manière extrêmement chaleureuse. Et voire même touchante. De l'ouverture des gens, de la façon dont on m'a accueilli ici en général, et voilà. C'est une de ces choses qui me fait me sentir plus chez moi. Parce qu'on entend souvent qu'ils sont un peu fermés dans leur groupe, qu'ils n'aiment pas trop se mélanger et inclure les étrangers, surtout. D'un côté, oui, il se peut qu'ils soient un peu fermés, bien sûr. Parce que, par exemple, si ils ne savent pas, s'ils me voyaient, par exemple,
et qu'ils ne savent pas si je suis touriste, ou si je vis ici, ou si je parle japonais, ou si je ne parle pas japonais, hein, alors évidemment il y a un peu de réserve, bien sûr, mais quand ils voient que tu fais partie de la société, ou que tu fais, hein, disons, au moins un effort pour t'adapter et faire partie de la société, de la culture et de la vie ici, ils s'ouvrent beaucoup plus. Et oui, ce sont vraiment des personnes assez chaleureuses, vraiment, vraiment humbles aussi. Et l'une des choses, eh bien, c'est quelque chose que j'ai entendu auparavant dans le passé. Quelqu'un parlait du Japon et disait que, il parlait particulièrement de Tokyo et disait que Tokyo est comme une grande ville qui se comporte comme un petit village. C'est un petit village où tout le monde se connaît, tout le monde se traite bien, les voisins se parlent toujours entre eux, on se surveille toujours. J'avais des pommes, et bon, je t'apporte quelques pommes, et c'est quelque chose qui est très bien accueilli ici. Il m'est arrivé parfois qu'une dame dans le train me voit et me donne un petit biscuit. Oh! Ou les voisins, même à la maison, regarde, on a acheté des oranges, mais on en a acheté beaucoup, alors tiens, prends quelques oranges. Wow! Et ce sont ces gestes qui me touchent beaucoup. Bien sûr, car même si je ne serai jamais japonais, tout le monde dira en me voyant « Regarde, il n'est pas japonais ». Mais ce sont des choses qui me font à me sentir un peu plus intégré dans la vie ici. Parce qu'en plus, tu parles japonais. Et ça, c'est un pont incroyable pour pouvoir te connecter. Bien sûr, cela s'applique à tout pays. Bien sûr, sans aucun doute. Si tu vas dans le pays où tu vas vivre et faire ta carrière, quoi que ce soit, il est essentiel d'apprendre la langue, bien sûr, comment. Comment as-tu appris la langue? Commencer encore aujourd'hui. D'accord, bien sûr, bien sûr. Mon japonais est loin d'être parfait, mais bon, c'est juste pour raconter un peu l'histoire. Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu dans plusieurs pays, et dans chacun de ces pays, j'ai dû apprendre la langue. Et à ce jour, je parle 5 langues, mais le problème, c'est que toutes ces langues sont occidentales et surtout européennes. Donc même si elles ont des racines différentes, si tu dis qu'en Allemagne, l'italien a des racines différentes. Oui, c'est vrai. Mais la mentalité les unifie. Ce point de vue du monde européen les unifie d'une certaine manière. Le japonais, c'est autre chose. C'est un défi d'un autre niveau, un monde complètement différent. Parce qu'en plus, tu m'as dit qu'ils ont 3 alphabets? Oh oui, exactement. Donc, ils ont les 3 alphabets principaux, kanji, hiragana et katakana. Le kanji est essentiellement l'alphabet qui vient ici de Chine. Quand les Chinois viennent t'envahir, ou à travers la colonisation ou la conquête du Japon, etc. Évidemment, ils viennent avec leur culture, leur alphabet, entre autres choses. Et le kanji, bon, pour faire court. Il y a eu plusieurs vagues d'invasion des Chinois de différentes dynasties, et chacune de ces dynasties prononçait son alphabet de manière différente. Donc, cela fait que lorsque toutes ces dynasties arrivent ici avec leurs alphabets, eh bien, le Japon se retrouve avec une lettre ayant 3, 4, voire 5 prononciations différentes, selon le contexte, selon les lettres qui l'entourent. Tu prononces la même lettre de différentes façons selon ce que tu veux dire. Et c'est ce qui se passe avec le kanji. Le kanji est aussi le plus vaste, il compte plus de 10 000 caractères différents, mais elles ne sont pas toutes utilisées. Combien de temps as-tu mis pour tenir une conversation fluide? 1 an? Non, mais bon, tu sais bien que Gabriel a des dons particuliers. Eh bien non, mais 1 an pour pouvoir dire autre chose que « ceci est un crayon ». La nourriture continue d'arriver, quel délice! Après 1 an, tu commences à te sentir un peu plus à l'aise pour avoir une conversation assez basique avec quelqu'un, non? Je suis toujours ravi de voir que tu essaies de communiquer, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors il t'aide, etc. Mais bon, pour revenir aux alphabets, en réalité ces 10 000 ne sont pas utilisés et très peu de Japonais les connaissent tous, non? Je dirais qu'en général, ils en connaissent environ 3 000, ce qui est déjà pas mal. Oui, surtout pour nous qui en connaissons 26 lettres, mais ça c'est le kanji. Moi, à ce stade, je dirais que j'en connais 200, 300. Lettres de kanji, non? Ensuite, il y a le hiragana et le katakana, qui ont chacun 46 lettres, non? Et ceux-là sont bien natifs du Japon, les alphabets qui ont été créés ici donc au fil de l'histoire.
Et donc le hiragana est essentiellement l'alphabet qui était utilisé quotidiennement avant l'arrivée des kanji. Et le katakana est utilisé exclusivement pour écrire les mots qui viennent d'autres langues, c'est-à-dire par exemple pour écrire ton nom ou mon nom, ou des mots comme cheese, des mots qui, parce qu'en japonais, fromage se dit aussi cheese, parce que cela vient de... Il ne s'agit pas d'un B ou d'un A, mais d'une question de prononciation. C'est un... Eh bien, l'hiragana et le katakana sont des syllabaires, c'est-à-dire que chaque lettre est une syllabe. Donc tu as A, ki, ku, ke, ko, ma, mi, mu, ne, mo, et ainsi de suite. Ah, ça c'est autre chose. Ce n'est pas A, E, O, U comme on le connaît, et c'est A, I, U et O. C'est dans un autre ordre, non? Mais le kanji, comme on en parlait tout à l'heure, ce ne sont pas non plus des lettres en soi, mais ce qu'on appelle des idéogrammes ou des logogrammes, qui sont en fait une image. Par exemple, pour le mot arbre, qui se prononce ki, le kanji en fait évolue à partir de ce qui aurait été à l'origine un dessin d'un arbre, non? Ensuite, si tu veux, je te le montre, d'accord? Et c'est pareil pour tout. La montagne, eh bien, le kanji pour montagne, qui se prononce yama, vient aussi de ce qui aurait été à l'origine un dessin d'une montagne, non? D'accord. La langue est donc construite ainsi. Ce sont des images qui, ensuite, quand tu les mets ensemble, te donnent une idée globale du contexte de ce dont on parle. Et en parlant un peu plus de l'éducation, comment est l'éducation ici au Japon? Extrême, n'est-ce pas? Oui, car ici, avant tout, il y a la culture du service, n'est-ce pas? Tout ici est... Ici, ils sont extrêmement attentionnés. À tout, jusqu'au moindre détail, n'est-ce pas? L'éducation, par exemple, l'école. Cela vient, je pense, de l'école où l'on transmet cette... Comment dirait-on? École de service? Oui, exactement. Comme nous en parlions précédemment, et c'est aussi quelque chose qui est connu, eh bien, peut-être que certains de ceux qui regardent connaissent aussi cela, n'est-ce pas? Dans les écoles, généralement, il n'y a pas de personnel de service, il n'y a pas, par exemple, de femmes de ménage ou de jardiniers. Ce genre de choses n'existe pas en réalité. C'est-à-dire que, comme nous, dans les écoles, nous avons 1 heure de mathématiques, 1 heure d'espagnol, 1 heure de géographie. Ici aussi, ils ont l'heure du nettoyage, en fait. Où on apprend aux enfants à prendre soin de leur espace, à prendre soin de leur environnement. Et ce qu'ils font, c'est littéralement nettoyer l'école. Donc nettoyer la salle de classe, nettoyer les toilettes, nettoyer les couloirs, tout nettoyer, n'est-ce pas? Chaque enfant a son petit sac Son kit de nettoyage? avec leurs articles de nettoyage, gants, brosses, éponges, savon, produits, tout. Et donc chacun, chaque jour, a sa section de la salle à nettoyer, sa section des toilettes à nettoyer, sa section des cuisines à nettoyer. Et de la même manière, chaque jour, il y a aussi un groupe différent d'enfants qui est désigné pour servir le déjeuner à tous les autres. Fascinant. Eh bien, en fait, nous avons remarqué qu'il n'y a pas de papier dans les rues. Exactement, oui. Je dirais que c'est parce que, disons, que c'est quelque chose qui découle de cet enseignement à l'école. Parce que, tu sais, si c'est toi qui nettoies tes toilettes, Bien sûr. ensuite, quand c'est ton tour d'utiliser les toilettes, naturellement, tu vas faire plus attention parce que c'est toi qui les as nettoyées. Tu ne veux pas les salir, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu le traites comme la salle de bain de ta maison. Et donc, quand tu sors dans la rue, les gens finissent aussi par traiter les rues comme leur maison. Donc ici, ce qui est habituel, c'est que lorsque tu achètes un Coca-Cola, ou je ne sais pas, des chips ou n'importe quoi, et que tu les finis, eh bien, tu mets le sachet dans ta poche ou dans ton sac à dos, ou peu importe, et tu l'emportes chez toi pour le jeter à la maison. Eh oui, ici, il n'y a aucune poubelle. Tu es responsable de tes déchets. J'ai remarqué que les poubelles sont souvent séparées. Une pour les déchets brûlables, une pour les non brûlables. Exactement. Et ici, c'est un autre sujet, aussi assez vaste, mais il s'agit de la question du recyclage. Par exemple, chez toi, moi, tu suis un horaire précis pour savoir quel jour jeter chaque type de déchets, car les camions poubelles passent bas quotidiennement. Mais selon le quartier, par exemple, le lundi, ils ne viennent chercher que le papier. Et le mardi, ils ne viennent chercher que le verre, par exemple, et des choses comme ça. Chaque jour correspond-il à un article différent? Et si tu sors, par exemple, le jour du papier, tu sors le plastique,
tu reçois une amende. Ce n'est pas possible. Ils ne l'emportent pas, tout d'abord, ils ne l'emportent pas, ils te le laissent là et ils te mettent une amende. Alors ils sont extrêmement stricts. Même, bon, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai aussi des amis étrangers qui, évidemment, au début, ne savent pas quel jour il faut jeter quoi. Alors, bon, je sors mon plastique et puis la voisine arrive. Elle frappe à la porte et me dit avant que le camion n'arrive. Ah, quelle gentillesse. Aujourd'hui, c'est seulement le papier. Alors oui, mais vraiment oui, c'était quelque chose d'assez strict dans le bon sens du terme. Bien sûr, c'est pour ça que tout paraît impeccable. Bien sûr, exactement. Et comment est la relation entre les citoyens et la police? Les citoyens avec la police, écoute. Parce que, en réalité, je n'ai presque pas vu de policiers. On ne les voit pas beaucoup, et généralement, eh bien, dans les quartiers résidentiels, ils circulent toujours à vélo, non? Les policiers. Toujours extrêmement respectueux, aussi bien les policiers que les citoyens eux-mêmes. Les policiers le matin, parce que je suis quelqu'un qui sort très tôt de chez moi, et le matin, ce sont toujours les policiers qui surveillent les passages piétons quand les enfants vont à l'école, n'est-ce pas? Donc tu les vois toujours là, en train de veiller sur les enfants, faisant attention à ce que tout le monde traverse, faisant attention, gardant tout en ordre comme il se doit, n'est-ce pas? Un ordre très typiquement japonais. Mais tout est toujours super calme. Je n'ai jamais vu, en tout cas moi, je n'ai jamais vu à aucun moment, enfin, on n'entend jamais de violence, par exemple, de la part des policiers. Ni rien de ce genre, n'est-ce pas? Tout est très, comme je l'ai dit précédemment, c'est toujours comme une grande ville qui se comporte comme un petit village, non? Où tout le monde se connaît. Nous sommes tombés en panne de batterie et nous en avons profité pour nous arrêter, manger et profiter de tout ce qu'ils nous ont apporté. C'était délicieux, mais nous sommes restés au milieu de notre idée. Donc je vais continuer. Je pose cette question sur les policiers parce que en Amérique latine, nous avons une image de l'autorité des supérieurs, d'où très souvent le traitement peut même devenir violent. Bien sûr, non. Dès l'entrée à l'aéroport, on t'accueille avec un traitement très égalitaire. Oui, vraiment, oui, on sera ici, en fait, par exemple, chaque jour à 6 heures du soir, aussi bien les policiers que les pompiers ont une petite cérémonie où ils ferment les portes du bureau, enfin des casernes. Et donc, ce sont des événements auxquels les enfants vont toujours, non? Des groupes d'enfants vont souvent là-bas pour voir la vérification des camions, pour voir si toutes les lumières fonctionnent, si toutes les sirènes fonctionnent, et donc ce sont les lumières, les sons et tout ça. Et les petits vont toujours à 6 heures pour voir les pompiers, pour voir les policiers quand ils ferment les portes, quoi. Et les policiers les accueillent toujours. Ils les laissent monter dans les voitures, monter dans les camions de pompiers, mettre les casques, les chapeaux, ça on le voit toujours plus que disons, cette distance, voilà, que ce soit par peur, par respect, peu importe. On remarque que pompiers, policiers, enfants, tous appartiennent à la même communauté, non? Et les enfants, eh bien, ils sont là pour, disons, les policiers, et les pompiers sont là pour les protéger et pour veiller sur eux. Qu'est-ce que tu aimes le plus au Japon? Qu'est-ce qui t'a le plus surprise? Eh bien, je pense que ce que j'aime le plus et ce qui m'a le plus surpris peuvent être la même chose. Et c'est un peu la même chose, c'est aussi le service, le dévouement. Je dirais que le japonais, historiquement, a toujours eu cette tendance à transformer pratiquement n'importe quelle discipline, que ce soit quelqu'un qui fabrique des tasses en céramique ou quelqu'un qui pratique le tir à l'arc, ils ont cette tendance à en faire un art presque spirituel, n'est-ce pas? On retrouve cela dans tous les aspects de la vie. Ils protègent et prennent soin de tout pour essayer de préserver le raffinement de chaque chose. Et cela se voit aussi bien dans la propreté, comme nous venons d'en parler, que dans la sécurité. C'est un pays extrêmement sûr. Par exemple, quand tu vas dans un Starbucks, souvent, quand quelqu'un se lève de la table pour aller aux toilettes, il laisse son téléphone sur la table ou son ordinateur sur la table, comme pour garder sa place, non? Je garde ma place avec mon ordinateur, non? Oui. Quand il va aux toilettes ou commander un café, à son retour, l'ordinateur et le téléphone sont toujours là,
Rien n'a changé. Les enfants, et vous l'avez déjà vu, des petits de 4 ou 5 ans qui prennent le train seuls d'un bout à l'autre de la ville, sans aucun problème, personne ne les dérange. Si l'enfant semble perdu, quelqu'un viendra toujours lui demander « Qu'est-ce qui se passe ? Je peux t'aider ?» Et il l'emmène vers un policier ou quelqu'un de ce genre de poste. C'est toujours cette attitude de communauté, de petit village, peu importe la taille de la ville, tout le monde continue de faire partie d'une même famille. Bien sûr, tout le monde le fait car ils savent que cela profitera à tous. Bien sûr, et ils connaissent aussi l'effort. Temps communautaire, Exactement, ils connaissent aussi l'effort nécessaire. bien sûr. Concernant le temps nécessaire pour nettoyer une classe. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas salir. Exactement. Et quand tu vas dans la rue, quand tu rentres chez toi, quand tu prends le train ou le bus, eh bien tu traites les choses avec le même respect. Oui, Tu espères qu'on les traite ainsi quand c'est toi qui les nettoies, monsieur Nesquima? bien sûr. Eh bien, il nous est arrivé quelque chose de curieux à Okinawa. Nous avons demandé à un monsieur si nos affaires étaient en sécurité sur la plage. Il a répondu « Du côté des Japonais, rien à craindre, mais je ne sais pas qui nous rend visite. Exactement. » Ils sont certains que les Japonais n'agiront pas. Ils ne feront rien. Cela nous a beaucoup impressionnés. Et vraiment, oui, ce sont des personnes qui, en étant ici, ils sont extrêmement à l'aise, non? Ils sont toujours chez eux et ils savent qu'ils sont en sécurité et qu'il n'arrivera jamais rien. Quel soulagement, quel plaisir. Vraiment, pour moi, eh bien, en tant qu'étranger, en arrivant ici, c'est quelque chose que j'ai évidemment accueilli avec tout le bonheur du monde. Mais il m'a quand même fallu un peu de temps pour m'habituer au fait que je peux laisser mon ordinateur ou je peux, tu vois, si je laisse mon téléphone dans le train, la gare va m'appeler pour me dire de venir le récupérer parce qu'ils l'ont trouvé. Ou si j'oublie mon portefeuille dans un restaurant, c'est une histoire qui est déjà arrivée. Quelqu'un oublie son portefeuille dans le restaurant et il s'en va. Et 2 rues plus loin, la missionnaire court derrière lui pour lui rendre son portefeuille. Et ce sont des choses qui, au début, quand on t'offre autant de services, autant d'aide, autant de choses, j'étais un peu méfiante. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, non? Et ça alors que tu viens de Suisse? Oui, mais même en Suisse, disons, cette culture du service ne fait pas vraiment partie de là-bas, non? En fait, ici, on te fait souvent plus de révérence. Oui, exactement. Pour tout, en fait, non? La nourriture continue d'arriver. Et bon, qu'est-ce que tu aimes le moins au Japon? Parce que tout n'est pas parfait. Bien sûr, bien sûr. Ce que j'aime le moins au Japon. Oui, je peux dire tranquillement que c'est la culture du travail. La culture du travail, c'est aussi quelque chose de très connu, non? Mais la culture du travail est extrêmement stricte. Moi, heureusement, disons que je ne fais pas partie de cet aspect de la culture, parce que j'ai ici ma propre entreprise, non? Mais oui, je sais évidemment que la vie professionnelle ici est extrêmement exigeante, au point qu'il existe même un mot pour définir le suicide dû à l'excès de travail, non? Non, waouh. Épuisement professionnel, non? Bien sûr, oui. Ça veut littéralement dire mort par excès de travail, non? Waouh. Et bon, pour qu'il existe ce mot dans le dictionnaire, évidemment, non? Oui, cela m'a beaucoup marqué en arrivant ici. Mais l'excès de travail vient-il d'une décision ou d'un besoin? Non, aucun des deux. Ça vient de la pression sociale, non? D'accord, parce qu'ici, évidemment, le Japon est une société hiérarchique, non? D'accord. Parce qu'ici, le Japon est une société hiérarchique, non? Donc il y a, disons, les personnes qui sont plus bas dans la hiérarchie, et évidemment celles qui sont en haut. Si tu es dans une entreprise comme employé de niveau moyen, évidemment, tu auras ton supérieur, et lui aura son supérieur, puis le manager, le directeur, le président, etc. Ici, il est d'usage de rester tant que ton supérieur n'est pas parti du bureau. Tu ne pars pas. Tu ne pars pas. Mais alors, ça vient d'en haut, non? Bien sûr, donc si le président ne part pas, celui d'en bas ne part pas non plus. Très pyramidal. Oui, et donc évidemment, ça affecte jusqu'au dernier employé en bas, qui au final, en fin de compte, part à 2 heures du matin, mais sa rémunération pour tout ça, C'est pareil. ça ne vaut rien. Bien sûr, et c'est mal vu si tu pars avant que ton supérieur parte. Eh bien, c'est mal vu, on te dira. Eh bien, tu n'es pas là, que ton niveau de dévouement à notre entreprise n'est pas idéal pour nous. Il existe une pression sociale. Tu ne vois pas, mais dans le train, les employés ont l'air complètement détruits. Exactement, qu'est-ce qu'ils font de leur temps libre?
Aucun temps libre, tu rentres à 2 heures du matin et te lèves à 5 heures pour retravailler. Donc, il n'y a pas de jour de repos. Non, et même pendant les vacances, par exemple professionnelles, n'est-ce pas? Dans certaines entreprises, il est mal vu de les prendre, même si c'est dans ton contrat. Tu as 5 semaines de vacances par an, je ne vais pas les prendre. En moyenne, combien de temps une personne travaille-t-elle durant sa vie? Il travaille. Eh bien, si je ne me trompe pas, l'âge de la retraite ici est de 65 ans. J'imagine aussi qu'il est mal vu de prendre sa retraite. Mais oui, exactement. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que ces personnes plus âgées commencent on les rétrograde, disons, jusqu'à ce qu'on commence à leur donner des postes peu importants. En gros, tu es assis à ton bureau 10 heures par jour sans rien faire. Mais tout cela simplement parce qu'il est mal vu de prendre sa retraite. C'est mal vu de ne pas être dévoué à ton travail. Waouh. Non, et c'est quelque chose que, eh bien, disons que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous, je veux dire ma femme et moi, avons décidé, au lieu de travailler pour une autre entreprise, de créer notre propre travail ici au Japon. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Bien sûr, bien sûr. Quel travail fais-tu? Eh bien, nous sommes venus ici au Japon pour créer notre propre école de musique, ici. Nous sommes tous les deux musiciens et, eh bien, c'est une école de musique multilingue. En fait, donc, évidemment, nous avons des élèves qui viennent du monde entier, beaucoup de Japonais, bien sûr, mais nous avons aussi pas mal d'élèves du côté international du marché. Eh bien, cela fait déjà 5 ans que nous sommes ici et en vérité, l'école a très bien grandi. Nous avons déjà plus de 70, nous approchons presque des 80 élèves. Félicitations. Merci. Mais bon, je suis vraiment très reconnaissant pour toutes les opportunités qui nous ont été offertes ici. Et la vérité, c'est que j'ai vraiment travaillé très dur. Mais tu as des jours de repos, non? De temps en temps. Oui, je travaille pas mal à la japonaise, mais oui, je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un parte de l'entreprise pour partir moi-même. Je pars quand je veux. Exactement, tu décides. Cette fois, c'est la dernière question. Après, on aura fini de manger ces délicieuses choses. Penses-tu qu'il y a l'égalité des sexes ici au Japon? Non, franchement, je te le dis tranquillement, non. Il est bien connu que oui, le Japon a toujours été, en plus d'être une société très hiérarchique, aussi une société très patriarcale, n'est-ce pas? D'accord. Eh bien, même si ces derniers temps, je dirais que ces 10 dernières années, ça a beaucoup changé. Le problème, c'était que le Japon, comme je l'ai dit précédemment, étant une île, tous ces changements qui se produisent dans d'autres parties du monde mettent un peu plus de temps à arriver ici au Japon. Et les Japonais sont aussi extrêmement attachés à leurs coutumes et à leur façon de faire les choses. Et toujours depuis des milliers d'années, cela a été une culture où l'homme occupe la position supérieure. Et cela se voit partout. Même dans la nourriture, par exemple, quand on sert du thé, il y a des tasses pour hommes et des tasses pour femmes qui sont en fait un peu plus petites. Oui, et généralement c'est pareil pour les baguettes aussi. Autrefois, il existait aussi des baguettes pour femmes, plus courtes, mais ce n'est plus courant aujourd'hui. Tu peux dire d'accord, mais car les femmes elles ont les mains plus petites, etc. Mais évidemment, oui, ça montre que les gens ne sont pas traités de la même manière. On l'observe aussi fréquemment dans le monde du travail. Encore une fois, aujourd'hui un peu moins, mais ces différences assez marquées existent toujours. Espérons que dans le futur, cela continue de changer un peu plus, vers quelque chose de plus harmonieux. Mais ici, la figure féminine, c'est cette image de la mère qui reste à la maison. Généralement, oui, généralement. Et tu vois même les jeunes filles aujourd'hui qui, par exemple, peuvent aller à l'université. Mais leur objectif reste, je vais me marier et je vais rester à la maison. Pas toutes. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Ça m'a un peu surpris, parce qu'ici on le voit et on l'entend plus qu'en Europe ou qu'en Amérique du Sud et tout ça. Sans aucun doute. Mais ce sont toujours des différences culturelles. On fait ces vidéos car on aime découvrir à quel point le monde est différent. Exactement. C'est comme ça qu'ils sont. Donc voilà, on va continuer à manger et merci pour tout. Merci à vous, c'est un plaisir. Pour toutes les réponses. Et à manger. Et ainsi, voyageurs,
nous concluons cette vidéo sur la vie au Japon. Pour nous, c'est incroyable d'avoir la possibilité de voyager dans de nombreux pays du monde et d'en apprendre un peu plus sur les traditions, les tâches quotidiennes et la façon de voir la vie en général des gens et de pouvoir le partager avec vous qui êtes de l'autre côté de l'écran. N'oublie pas, tu peux aller voir d'autres vidéos de ce style pour comprendre un peu mieux comment est la vie en Inde, au Danemark, en Égypte, en Espagne et dans plusieurs autres pays que nous avons documentés sur notre chaîne. Si c'est ta première fois, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche et de nous laisser un bon like. Et au fait, si tu as une autre question, laisse-la dans les commentaires, nous y répondrons avec plaisir. On se retrouve dans une autre vidéo.